Avant que le monde ne couronne Beyoncé comme sa reine, avant que Destiny's Child ne révolutionne le concept de girls band, il y avait une adolescente d'Atlanta dont la voix si mature et si pleine de conviction ne se contentait pas d'être entendue, elle se faisait ressentir. Elle s'appelait Monica et au milieu des années 1990, elle incarnait la voix de toute une génération de jeunes filles noires, pas la version édulcorée, la version vraie, celle imprégnée de chagrin, de résilience et d'une sagesse qui faisait hocher la tête des femmes adultes avec respect. À seulement 14 ans, Monica sortait son premier album, Miss Tang, et dès qu'elle entonna Don't Take It Personal, l'industrie comprit. Monica n'était pas seulement douée, elle était née pour ça. Elle ne cherchait pas à jouer la gentille ado polie, façonnée par les majors. Elle est arrivée avec une voix déjà aboutie, une assurance du sud profond et une identité musicale affirmée qui ne demandait pas d'approbation, elle l'imposait. Des titres comme Before You Walk Out of My Life, Angel of Mine ou plus tard The Boy Is Mine avec Brandy n'étaient pas de simples tubes, ils sont devenus des marqueurs culturels. Monica transformait la douleur en beauté avec une grâce bien au-delà de son âge. Pendant ce temps, à Houston, un groupe encore inconnu nommé Destiny's Child était en gestation. Matthew Knowles, le père de Beyoncé, travaillait jour et nuit sur une stratégie, un son, une marque, autour de sa fille. Alors que Beyoncé était entraînée pour conquérir le monde, Monica, elle, était déjà là, en haut des classements, récoltant des prix, vendant des disques. Au départ, Monica avait une longueur d'avance. Mais dans cette industrie, ce n'est pas seulement celui qui arrive le premier qui reste, c'est celui à qui on permet de rester. Car Monica est entrée dans le game brut, authentique, et l'industrie ne sait pas toujours quoi faire d'une jeune femme noire qui ne demande pas à être polie, formatée ou remodelée. Elle n'était pas un projet, elle n'était pas un prototype, elle était prête dès le premier jour, mais cette maturité précoce, c'était à la fois sa force et sa malédiction. À mesure que les années 1990 laissaient place aux années 2000, le paysage musical changeait, la priorité devenait le crossover pop, l'image devenait une arme, le branding une obsession, et Monica, elle est restée Monica. Pas de rebranding à chaque album, pas de buzz dans les tabloïds, pas de romance montée pour la presse ou de tendance suivie pour plaire, elle chantait et elle pensait que ça suffirait, mais dans une industrie qui récompense l'innovation constante, la cohérence est souvent perçue comme de la stagnation. Et peu à peu, les projecteurs se sont détournés. Alors que la machine Beyoncé prenait de l'ampleur, chorégraphie millimétrée, stratégie chirurgicale, image sans faille, la vie de Monica, elle, basculait dans une toute autre direction. En 2000, à seulement 19 ans, Monica traverse un traumatisme qui va la marquer à vie. Son petit ami, Jarvis Wims, se donne la mort sous ses yeux. Elle lui tenait la main lorsqu'il a poussé son dernier souffle. Pendant que le monde dansait sur des hymnes de fête, Monica était brisée, pas seulement émotionnellement, mais spirituellement, mentalement et artistiquement. Il n'y eut aucun plan de communication, aucun récit approuvé par le label, ce n'était pas le genre de chagrin qui se transforme en disque de platine, c'était trop réel, trop lourd, trop humain, mais Monica ne s'est pas tue, elle est retournée en studio, brisée, endeuillée, mais toujours déterminée à dire sa vérité. Son album After the Storm, en 2003, n'était pas juste un titre, c'était une déclaration de survie. Des titres comme So Gone sont devenus cultes et ont rappelé à ses fans que même au fond du gouffre, Monica savait encore offrir du vrai. Mais le traumatisme ne respecte pas les dates de sortie et pendant que Monica tentait de se reconstruire, l'industrie, elle, accélérait. Beyoncé se lançait en solo, Dangerously in Love frappait comme une météorite. Glamour, puissante, maîtrisée, Jay-Z, contrat avec Pepsi, Crazy in Love, mode cinéma. Beyoncé ne chantait plus seulement, elle devenait une marque mondiale. Et derrière cette marque, une armée, manager, styliste, attaché de presse, stratège et Matthew Knowles toujours aux commandes. Beyoncé était parfaite par design. Monica, elle était imparfaite par réalité. Elle ne se cachait pas, elle ne cherchait pas à être inatteignable. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a traversé une rupture difficile, elle a pleuré en public. Là où le silence de Beyoncé devenait sa force, la transparence de Monica devenait sa fragilité.
Mais voici la dure vérité. Dans cette industrie, la douleur d'une femme noire ne devient acceptable que si elle est joliment emballée, si elle est marketée avec soin, si elle est éditée. Et Monica, elle, n'a jamais voulu s'éditer. Elle ne cherchait pas à jouer un rôle, elle ne chantait pas ses blessures derrière des métaphores, elle disait la vérité. Clairement, fort directement, et l'industrie ne savait pas comment gérer ça, pendant que Beyoncé construisait un empire d'albums visuels, de messages millimétrés et de lancements révolutionnaires. Monica, elle, tentait simplement de survivre, personnellement et professionnellement. Pas de gros budget, pas de visuels cinématographiques, pas de campagne financée par le label, juste elle, sa voix et les fans qui ne l'ont jamais abandonnée. Et peu à peu, une fracture s'est installée. L'une devenait une icône presque mythique, presque intouchable. L'autre restait un reflet, celui d'une vie réelle faite de joie, de peine, d'amour et de perte. Et elle reflétait tout cela à ceux qui en avaient le plus besoin. Avec le temps, Beyoncé est devenue intouchable. Une légende, une marque, un univers à elle seule. Elle contrôlait son image avec une précision militaire, peu d'interviews, peu de failles, son silence devenait une stratégie, sa perfection une monnaie. Monica, elle ne construisait pas des murs, elle construisait des liens, elle ne cherchait pas à cultiver le mystère, elle embrassait la réalité, elle est restée cette fille d'Atlanta qui n'a jamais eu besoin de filtre pour faire vibrer sa voix, et dans ce refus discret mais assumé de jouer un rôle, Monica a accompli quelque chose de plus rare encore que la domination commerciale. Elle est devenue une membre de la famille pour ses fans. Demandez à ceux qui ont grandi avec ses chansons, ils vous le diront. Monica n'était pas une idée, c'était une émotion. Elle était cette voix qui t'accompagnait après ton premier chagrin, cette fille qui te faisait te sentir vue quand personne ne te regardait. Elle était désordonnée, vraie, imparfaite, et elle ne s'en est jamais excusée. Pendant que l'industrie remettait encore et encore la couronne à Beyoncé, Monica continuait à travailler. Tournée, album, éducation des enfants, deuil. Elle n'a jamais dominé les MTV Awards, elle ne sortait pas d'album surprise, elle ne faisait pas la une à chaque sortie, mais elle est restée. Dans la culture, dans les quartiers, dans les écouteurs de ceux qui préfèrent la vérité à la tendance. Et c'est là que toute comparaison s'effondre. Parce qu'au fond, il n'a jamais été question de talent, les deux peuvent de faire pâlir n'importe quelle chanteuse. Mais une seule a eu droit à la machine, à la stratégie mondiale, au filet de sécurité, à la protection. L'autre a dû survivre avec rien d'autre que sa voix et sa vérité. On a étiqueté Monica comme trop ghetto, trop vrai, trop brute, des codes pour dire pas assez vendable. Elle ne parlait pas en slogan de relations publiques. Elle disait la vérité et ça effrayait les décideurs. Elle ne voulait pas vendre une illusion, elle voulait guérir par la musique et c'est exactement ce qu'elle a fait. Aujourd'hui encore, Monica ne fait pas les gros titres, elle ne chante pas à la mi-temps du Super Bowl, elle ne fait pas exploser Internet avec une campagne de mode, mais allez à l'un de ses concerts, écoutez la foule, regardez les larmes, vous verrez quelque chose que même Beyoncé, dans toute son excellence, ne peut pas reproduire, la proximité émotionnelle. Monica n'est jamais devenue un symbole, elle est restée humaine et dans un monde obsédé par l'image, ça, c'est révolutionnaire. Alors, qu'en pensez-vous ? Monica a-t-elle choisi la vérité plutôt que la célébrité ou bien l'industrie n'a-t-elle jamais laissé de place à une fille qui n'avait pas besoin d'être façonnée pour être grande ? Dites-le nous dans les commentaires et restez avec nous pour d'autres vraies histoires de stars.